Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur ma propre chaîne cette fois-ci. Alors, ceux qui tombent là par hasard, en fait, donc je vais vous expliquer. J'ai tout d'abord participé à une vidéo de Lucille, donc qui possède la chaîne Fitness Attitude, qui donc avait eu l'idée de faire une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire. Et donc j'avais participé pour témoigner, parler de mon histoire, etc. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo. Suite à la vidéo de Lucie, il faut savoir que j'ai reçu énormément de messages, que ce soit des messages sur Facebook, sur Instagram et encore des mails. Dans ces messages-là, vous avez été nombreuses à me faire part de votre cas à vous, de ce qui vous était arrivé, comment vous le viviez, etc. Donc déjà, je voulais vous remercier pour tous ces messages que j'ai reçus. Ça m'a vraiment beaucoup touchée que vous me fassiez confiance et que vous vouliez m'écrire. Ensuite, comme j'ai reçu énormément de questions, je me suis dit qu'en fait, il fallait tout simplement que je refasse une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet où je pourrais enfin plus définir ce qu'est les TCA parce que finalement, il y a beaucoup de filles qui se sont rendues compte qu'elles souffraient de TCA. En fait, elles savaient qu'il y avait quelque chose d'anormal dans leur comportement vis-à-vis de la nourriture, mais elles ne savaient pas quoi. Et donc, la vidéo leur a permis de savoir qu'elles souffraient de TCA. Donc déjà, je vais déjà bien redéfinir ce qu'est les TCA, comment ça se manifeste. Je vous parlerai aussi des causes, pourquoi on en arrive là, comment on tombe dans les TCA. Ensuite, je vous parlerai des conséquences que les TCA peuvent avoir, que ce soit sur notre vie sociale, professionnelle, notre physique, etc. Et enfin, je terminerai la vidéo par des solutions, des petits exercices, des petites techniques que moi j'ai utilisées et qui m'ont permis d'avancer et de vivre au mieux les crises au fur et à mesure qu'elles disparaissent. Et enfin, je terminerai par un petit chapitre pour l'entourage parce que je pense que c'est important si jamais vous souffrez de ça et que votre entourage ne vous comprend pas, que votre entourage puisse voir la vidéo et qu'il comprenne comment il faut agir avec la personne qui souffre de TCA. Donc les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Donc quand on cherche un petit peu sur internet, sur le dictionnaire, etc., on va trouver que ce sont en fait des comportements alimentaires différents par rapport à la population qui vit dans le même environnement que nous. Alors au-delà de ça, je dirais qu'en fait que cette définition est un peu trop simpliste par rapport à ce que sont réellement les TCA, parce que oui, effectivement, c'est manger différemment que les gens qui nous entourent, mais c'est surtout un problème qui devient mental, une addiction, je dirais effectivement, en tout cas pour tout ce qui est hyperphagie et boulimie. En tout cas, on va dire que c'est une façon de manger qui a des conséquences sur notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre physique, notre santé mentale, psychique, enfin sur notre bien-être et surtout donc que ça peut vraiment mener à une dépression, que ça peut même pour certaines personnes voire les mener au suicide. Donc voilà, je dirais que ça va vraiment au-delà qu'une façon de manger qui est différente de notre entourage. Alors, pour ce qui est de l'anorexie, alors l'anorexie mentale, déjà, il faut bien la différencier de l'anorexie dite physiologique ou anorexie qui va être en fait une conséquence d'une maladie somatique. C'est-à-dire que là, l'anorexie va être déclarée par la personne par une perte de la faim. Donc la personne n'aura plus faim, aura peut-être des dégoûts vis-à-vis de la nourriture, etc. Et ça, en fait, ça sera une conséquence à une maladie somatique. L'anorexie mentale, quant à elle, c'est vraiment une maladie psychologique. Et parmi l'anorexie, donc, on regroupe deux types d'anorexie. L'anorexie restrictive, où là, la personne va diminuer ses apports alimentaires au maximum, c'est-à-dire qu'une anorexie peut se retrouver à manger une pomme par jour, voilà. Donc ça, c'est de l'anorexie restrictive. Et à côté, en plus, il faut savoir qu'elle va faire plein de sports pour éliminer un maximum de calories. Et en plus de ça, elle peut avoir recours au jeûne, etc. Ensuite, il y a l'anorexie avec accès hyperphagique ou purgatif. Donc là, en fait, la personne va alterner avec des phases d'anorexie restrictive et avec des phases de crise en fait d'hyperphagie où la personne va manger sans pouvoir vraiment s'arrêter. Et ensuite, derrière, elle va soit se faire vomir, soit prendre des laxatifs ou avoir un comportement sportif excessif de la même manière pour pouvoir éliminer un maximum. Alors, la boulimie, ça va être l'absorption d'une grande quantité de nourriture en un laps de temps vraiment restreint. Voilà.
En fait, une crise de boulimie, pour parler franchement, ça va être une compulsion qui vient au-delà de nous-mêmes. On ne comprend pas vraiment pourquoi, on n'arrive pas à se gérer. Même si toute la journée on se dit qu'on va tenir, et ben, on rentre chez soi et on se jette sur la nourriture. On avale tout ce que l'on trouve dans le frigo, dans les placards. Enfin, ça peut passer du sucré au salé. Et ça va être en un temps restreint. Et donc la boulimique va ensuite derrière se faire vomir pour essayer en fait de faire ressortir un maximum de ce qu'elle a avalé et donc d'avoir moins de conséquences sur son corps. Alors que l'hyperphagique, elle va avoir exactement le même type de crise, hein, donc ça va être pareil, une compulsion alimentaire où la personne va manger sans pouvoir s'arrêter. Sauf que l'hyperphagique derrière ne va pas se faire vomir et ne va pas avoir de comportement compensatoire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire plein de sport derrière, etc. Alors, elle peut très bien le faire, mais en fait, surtout, on décrit par hyperphagique la personne qui derrière ne va pas se faire vomir systématiquement. Alors, le type de personnes touchées par les TCA. Je trouvais que c'était important d'en parler finalement parce que quand même moi je me suis intéressée aux personnes qui souffraient de la même chose que moi, je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas si différents. Dans le sens où la plupart du temps, que ça soit homme ou femme, alors oui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par les TCA que les hommes, mais sachez souvent que ça va être des personnes qui sont hypersensibles, ça peut être des personnes qui ont un haut niveau intellectuel. Alors ça, il y a eu des études scientifiques justement qui ont cherché à... Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre une personne à haut quotient intellectuel et les troubles du comportement alimentaire. Ça, je pense que c'est dû au fait que les personnes au haut quotient intellectuel vont beaucoup plus se poser des questions sur elles-mêmes, sur le sens de la vie, sur pourquoi elles sont là, etc. Et ça peut donc beaucoup plus facilement mener à un mal-être et donc au TCA, pour compenser. Donc voilà, donc en fait, les personnes touchées plus facilement par les TCA, donc oui, ça va être des personnes perfectionnistes. C'est pour ça qu'elles vont réussir à le cacher à leur entourage. C'est pour ça qu'elles vont réussir, au moment où elles arrivent à contrôler en tout cas les crises, à perdre le poids en fait en dehors des crises. Moi, je sais qu'au tout début que j'avais des crises d'hyperphagie, je faisais les crises le week-end parce qu'en fait, je me disais bon bah allez, là c'est le week-end, tu te fais plaisir. Sauf qu'en fait, c'était des vraies crises d'hyperphagie. Et donc le week-end, je pouvais prendre 2 kilos. Et la semaine, quand je retournais faire mes études sur Nancy, je contrôlais tout à la lettre, je faisais plein de sport et je perdais les kilos que j'avais pris le week-end. Donc voilà, donc ce sont des personnes, je dirais, qui sont intelligentes parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Elles savent comment compenser, elles savent comment le cacher à leur entourage. Et en plus de ça, ça va être des personnes qui vont vouloir... tout réussir dans leur vie, qui ont une tendance au perfectionnisme, donc qui vont rechercher le corps parfait, qui vont rechercher à être parfaites aussi dans leurs études, à tout bien réussir, donc ce qui va mener à une pression, à un stress, à une sorte de surmenage en tout cas émotionnel, et donc ensuite mener aux troubles du comportement alimentaire. Ça peut également être des sportifs à haut niveau. Sachez que moi j'ai côtoyé des personnes qui étaient des sportifs à haut niveau, c'est-à-dire qui étaient dans des grandes équipes de France de sport. Et en fait, ces personnes-là, comme elles ont pareil, on va dire un stress sportif, parce qu'il y a quand même le coach qui leur dit voilà, il faut que tu fasses telle performance, attention, il faut que tu arrives tant, il faut que tu fasses tel temps. Donc bon, ces personnes-là se mettent la pression parce qu'au niveau physique, il faut qu'elles soient vraiment au top du top. Et donc, elles ont une alimentation à respecter, et donc parfois, avec le surmenage, la fatigue, et ben pareil, ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, ouais, c'est important de le dire parce que, bah voilà, quand on est chez soi, qu'on fait la crise, on pense vraiment qu'on est minable et qu'il n'y a que nous qui sommes comme ça, etc. Mais non, vraiment, il y a vraiment tout type de personnes qui sont touchées par les TCA, et encore une fois, ce sont des personnes dont de l'extérieur on ne l'imaginerait même pas, parce que ce sont des personnes qui réussissent, parce que ce sont des personnes qui sont belles, qui rayonnent, qui réussissent dans le sport, etc., dans leurs études. Et puis finalement, bah, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce sont des personnes qui souffrent et qui ont des troubles du comportement alimentaire. Alors, les causes, donc qu'est-ce qui peut mener au TCA ? Je dirais qu'en fait,
ça va dépendre en tout cas du type de trouble du comportement alimentaire que vous avez. Par exemple, pour une anorexique, on peut avoir donc déjà euh, tout ce qui est... alors, certains disent l'hérédité. Moi, je ne sais pas si honnêtement l'hérédité a à voir quelque chose là-dedans, parce que pour moi, l'hérédité, c'est un petit peu de la foutaise, que ce soit pour tout, les maladies, tout. Je trouve que l'hérédité, c'est un peu une excuse. Donc, moi, je dirais pas trop l'hérédité, ou alors l'hérédité peut-être plus émotionnelle. Voilà. Dans le sens où la maman aura eu des problèmes avec les troubles du comportement alimentaire, et donc elle-même un terrain émotionnel fragile, et donc elle va transmettre inconsciemment à sa fille ou à son fils, et voilà. Moi je le définirais plus comme ça plutôt qu'un gène, enfin voilà. Ensuite, pour ce qui est donc de l'anorexie encore, donc je dirais qu'il y a la dépression, donc là encore, oui, une personne qui vient de perdre quelqu'un dans sa famille ou un grand mal-être, quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie en général, qui va directement en fait avoir une anorexie ouais, due à son mal-être, elle va diminuer ses apports alimentaires, mais là du coup finalement ça peut être dû à une perte de la faim. Et finalement, ensuite, on voit qu'on maigrit, alors on continue, et puis on devient anorexique. Je pense que des fois, ça peut être aussi simple que ça. Enfin, voilà. Ensuite, donc je dirais que bah, y a encore une fois le type de personne hyper intelligente, hyper perfectionniste, qui veut perdre un petit peu de poids parce que, alors en ce moment en plus c'est la mode des fit girls, donc je vous dis pas, vous étiez vraiment nombreuses des toutes jeunes à me dire voilà, je voulais perdre un petit peu de poids, je voulais ressembler à machin, un tel, etc. Et au final, bah, vous vous retrouvez prise dans l'engrenage des TCA parce qu'au final, vous vous retrouvez à tout contrôler sur votre alimentation, à tout contrôler au niveau du sport. Vous ne laissez pas une seule petite ouverture. Et donc, bah, très vite, on tombe dans l'anorexie sans s'en rendre compte. Et moi d'ailleurs, quand j'avais fait mon épisode d'anorexie, donc à l'âge de 15 ans, c'était comme ça. En fait, j'avais voulu perdre un petit peu de poids. Donc je m'étais calée sur le régime de ma maman, qui à ce moment-là faisait un régime. Sauf que bah, donc, son diététicien lui avait dit voilà, le soir on mange plus de féculents, on diminue le pain, enfin bref. Donc moi je m'étais calée complètement sur son truc, et comme j'ai vu que je perdais du poids, eh ben, je me suis dit bah tiens, je vais enlever complètement le pain. Oh puis tiens, maintenant, même au repas du midi, je mangerai plus de féculents. Oh puis tiens, maintenant, je mangerai plus du tout de fromage, plus de produits laitiers, enfin bref. Et du coup, on tombe dans l'anorexie comme ça, sans s'en rendre compte. C'est tout bête, mais voilà. Alors ensuite, pour ce qui est des causes de l'hyperphagie et de la boulimie, bah là, du coup, ça peut être la suite, en gros, de l'anorexie. C'est-à-dire qu'on vient de sortir de l'anorexie, et donc bah, on va découvrir un peu l'autre version de la maladie des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que bah, comme on recommence à manger et qu'on nous a dit qu'il fallait manger, etc., eh ben, on se jette sur la nourriture, on fait des grosses crises, on ne contrôle plus vraiment. Ça peut être tout simplement le déroulement normal, c'est-à-dire que pour trouver un équilibre, on passe par un extrême, ensuite on va passer par l'autre extrême pour ensuite trouver l'équilibre. Moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, et je trouve que c'est assez logique aussi comme comportement, que ça soit au niveau du mental, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin donc de vivre l'autre extrême pour ensuite trouver votre propre équilibre, et en même temps pour le physique, c'est-à-dire que votre corps a tellement été privé pendant longtemps de nourriture que ensuite il va stocker un maximum de nourriture et toujours plus vous en redemander parce que voilà, il a été privé pendant trop longtemps et il ne le veut plus. Et donc après, vous allez trouver votre équilibre, votre corps et votre mental va trouver l'équilibre. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne trouvent jamais l'équilibre. Ensuite, les causes de l'hyperphagie et de la boulimie, ça peut également être justement ce que je vous disais tout à l'heure, les personnes qui se mettent dans le sport, qui font un régime, et souvent on dit voilà, le week-end tu as le droit à un repas plaisir ou deux repas plaisir. Ce qu'on appelle dans le jargon du fitness les cheat meals. Alors moi les cheat meals je les ai pour horreur parce qu'au final pour la majorité des filles en cachette ça se transforme en une crise d'hyperphagie. Donc voilà, et au final elles se retrouvent à faire une crise d'hyperphagie, deux crises d'hyperphagie dans le week-end, 3, 4, elles se disent bah c'est pas grave, c'était le week-end, je me suis fait plaisir, et au final petit à petit le corps s'y habitue, le mental en a besoin parce que ça devient une addiction, un comportement qui devient aussi inconscient, une compulsion,
Et au final, on se retrouve même dans la semaine à faire des crises d'hyperphagie et petit à petit, ben voilà, l'engrenage, le cercle vicieux s'enclenche et puis on a de plus en plus de mal à s'en sortir. Donc voilà pour les causes, j'espère que je me suis bien expliquée. Voilà, en tout cas, sachez que la vidéo sera pas parfaite, hein, c'est la première fois que je fais ça toute seule. Mais voilà, j'aurai l'occasion de me perfectionner en vidéo et de vous redonner des précisions par-ci par-là si vous avez besoin, bien évidemment. Alors maintenant, on va parler des conséquences. Alors, pour l'anorexie, ça va être surtout au niveau physique. Déjà, ça va être flagrant au niveau du physique. On va avoir des carences, une dénutrition. On va avoir les cheveux qui tombent, les cheveux qui deviennent fins et qui tombent. On va avoir le teint qui va être très très pâle, plus blanc. On peut avoir également donc des cernes très visibles. On va avoir les extrémités des membres qui vont être très très froids. Et moi, quand j'avais fait mon anorexie, en fait, je me souviens, donc j'avais déclaré donc un syndrome de Raynaud. Et en plus de ça, j'avais complètement perdu mes ongles, en fait. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer comme quoi le corps, il se nourrit avec vraiment vos réserves et au final, il en vient à se nourrir avec vos muscles, enfin, vous vous mangez de l'intérieur pour vous protéger, quoi. Donc l'anorexie, ça peut aller vraiment jusqu'à la mort, hein. Il y en a qui sont morts de ça et c'est vraiment une maladie qui est très très grave, quoi. C'est, voilà. Et ensuite, au niveau du mental, eh ben, on contrôle plus rien, on déclare, je pense, une phobie envers la nourriture, hein, c'est-à-dire que ensuite, quand on est, enfin, pour les personnes qui sont hospitalisées ou même sans ça, hein, moi je vois quand on m'a dit, maintenant, il faut que tu remanges du fromage, il faut que tu remanges du pain, etc. J'étais un petit peu déboussolée, quoi, c'est-à-dire que finalement, on ne sait plus ce qu'on a le droit de manger, on ne sait plus quand on a le droit de le manger, on ne sait plus les quantités, on ne sait même plus si on a faim, si on n'a pas faim, enfin, on est complètement on est paumé, quoi. Enfin voilà, donc c'est vraiment une maladie qui est grave et justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça finalement qu'il est tout à fait compréhensible que derrière ça engendre de l'hyperphagie et de la boulimie, quoi, parce que comme on ne sait plus si on a faim, si on n'a pas faim, parce que finalement comme on ne sait plus si on a faim, si on n'a pas faim, on mange sans faim, donc c'est-à-dire sans faim F-A-I-M et sans faim F-I-N, voilà. Je crois que ça peut bien définir la chose. Ensuite, pour ce qui est de la boulimie, les conséquences, donc déjà, les personnes boulimiques, comme elles vont se faire vomir, se voir au niveau du physique, on va dire au niveau de l'apparence physique. C'est-à-dire que la personne va réussir à contrôler à peu près son poids. Mais là, justement, j'aimerais faire un aparté. Sachez que les personnes boulimiques qui se font vomir derrière en se disant je me fais vomir comme ça, il n'y aura pas de conséquences sur mon physique. Sachez qu'il y a quand même déjà, le temps que la crise dure, il y a déjà un maximum de nourriture qui a été prise par votre corps et donc qui circule et qui va déjà être stockée, entre guillemets. Donc ouais, ça, voilà, je sais que c'est dur parce qu'une personne qui se fait vomir, du coup, elle se dit que elle ressort les choses d'elle-même et donc du coup, ça l'entraîne inconsciemment à continuer, c'est-à-dire que elle reste dans son problème parce qu'elle sait que derrière, elle peut gérer. Donc c'est beaucoup plus dur à régler que des soucis d'hyperphagie, on va dire. Parce que bon, la boulimique vomitive, elle peut rester comme ça des années sans que ça se voit. Voilà. Alors qu'une personne hyperphagique, ça va directement se voir sur son corps. Moi, à cette période, j'avais pris 17 kilos en l'espace de 3 mois. Donc c'était énorme. Donc pour ce qui est des conséquences de la boulimie vomitive, ça va surtout être au niveau viscéral, on va dire, parce qu'en fait, quand vous vous faites vomir, ce qu'il faut savoir, c'est que vous régurgitez en même temps de l'acide gastrique. Et donc cet acide, ça va venir en fait grignoter, bouffer donc l'œsophage, tout le tube digestif au niveau supérieur de l'estomac et au niveau des gencives, c'est pareil. Donc ça va être des personnes qui ensuite peuvent avoir des soucis dentaires, des sensibilités au niveau des gencives. Et ça peut, alors j'ai pas regardé exactement, mais certainement que ça peut déclarer même des maladies au niveau de l'œsophage, etc., dues aux remontées d'acide gastrique en fait. Ensuite, les conséquences de l'hyperphagie, donc là ça va être au niveau de l'apparence physique, c'est sûr, ça va se voir.
Moi je sais que quand j'ai eu mes soucis d'hyperphagie, j'ai quand même pris 17 kilos en 3 mois, donc on pouvait pas passer à côté. Ça se voyait, ça c'était sûr. Mais au-delà de ça, ça a eu énormément de conséquences aussi au niveau viscéral. Donc à savoir que quand vous faites des crises comme ça, sans vous arrêter jusqu'à la distension abdominale, jusqu'à ne plus réussir à respirer, etc., faut savoir que forcément ça a des conséquences au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de votre tube digestif, etc. Donc oui, ça a énormément de conséquences au niveau viscéral et ça peut être très dangereux sur le long terme et vous pouvez déclarer des maladies suite à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut en parler et qu'il faut entamer une thérapie. Il ne faut pas rester comme ça, vraiment, ça peut vraiment avoir des conséquences tragiques en fait, hein. Alors ensuite, il va y avoir tout ce qui est conséquences émotionnelles. Alors en fait, il faut savoir que les crises de boulimie, d'hyperphagie s'inscrivent dans un cercle vicieux. Les crises vont conduire à une culpabilité, une dévalorisation de soi-même, une dévalorisation de son image physique. On va se dégoûter, on va s'injurier après les crises, on va dire qu'on est moins que rien, qu'on est nul, qu'on n'est qu'une grosse merde, etc. Et donc ensuite, on peut effectivement donc, se voir grossir et donc là avoir encore plus une dévalorisation de soi-même, se dire qu'on est une grosse vache, etc. Et donc puisqu'on va avoir cette dévalorisation de soi-même, une perte de confiance en soi, ça va encore plus entraîner de la frustration, de la culpabilité et donc entraîner une crise. Et ainsi de suite. Et ça tourne et ça tourne. Ça fait un cercle vicieux vraiment qui est interminable. Donc là, vraiment, c'est la conséquence émotionnelle. Là où je veux en venir, c'est que du coup, ça peut vraiment mener à une dépression, à un repli sur soi-même. Parce que du coup, quand on est en pleine période de crise, c'est-à-dire qu'on peut faire des crises tous les jours pendant des semaines et des semaines, ça va conduire à un repli sur soi-même et donc à une perte avec le contact social. Donc c'est-à-dire qu'on va moins voir ses amis, on va moins sortir, on va pas avoir envie que les autres nous voient, donc on va éviter les centres commerciaux, etc. Et ce repli sur soi-même va un peu induire une perte de la réalité. Donc on va encore plus se sentir à l'écart, on va se sentir encore plus différent. Et donc on va avoir de plus en plus la sensation, oui voilà, qu'on est différent, qu'on n'est qu'une merde, etc. Et donc ça renclenche et ça induit encore une fois le cercle vicieux interminable. Ça a évidemment des conséquences sur la vie amoureuse si vous avez un petit ami ou une petite amie au moment-là, parce que si votre petit ami, oui, se rend compte de vos troubles, ça va induire des tensions, parce que vous allez peut-être essayer de lui faire comprendre, mais lui ne va pas forcément comprendre. C'est énormément compliqué pour une personne qui n'a pas vécu ça de comprendre ce que sont les TCA. Donc forcément, ça va... Et puis en plus, comme cela induit un repli sur vous-même, du coup ça va créer certainement une distance dans la vie amoureuse avec votre petit ami et donc même aller jusqu'à la rupture parce que ça va être dur déjà pour votre petit ami de supporter ça et vous en plus vous en aurez marre de vous voir comme ça, vous allez avoir envie d'être seul, de vous mettre encore plus à l'écart, de vous mettre dans votre petit cocon, de ne plus vous arrêter à manger et de pouvoir faire vos crises quand vous en avez envie. Et donc ça peut oui, mener à des ruptures. Et sur la vie professionnelle, je dirais que donc oui, effectivement, ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle. Et donc, étant donné que surtout ça nous arrive quand on est jeune, sur notre vie étudiante. Pourquoi? Alors, il faut savoir que les crises d'hyperphagie, de boulimie, moi je vais surtout donc là parler en conséquence donc des crises d'hyperphagie et de boulimie parce que c'est surtout moi ce que j'ai vécu. Bien évidemment que l'anorexie aura évidemment aussi des conséquences sur la vie professionnelle, amoureuse, etc. Hein. Mais je dirais que c'est un autre versant, c'est pour d'autres raisons encore. Mais en tout cas, ce qui est des crises d'hyperphagie et de boulimie, ça peut avoir des conséquences parce que déjà quand on fait une crise, si c'est le soir, ensuite derrière, ça va être très très dur de trouver le sommeil et de réussir à dormir parce que on va monter en tachycardie, c'est-à-dire que notre pouls va augmenter, on va avoir le cœur qui bat très très fort, on va avoir des sueurs, on va avoir des difficultés à respirer. Donc voilà, on se sent vraiment
vraiment dégoûtante et ailleurs, donc ça va nous empêcher de dormir, donc on va mal dormir ensuite la nuit, on va faire des cauchemars. Souvent on fait des cauchemars et ça c'est dû au fait que le foie travaille trop. Euh, donc voilà, on fait des cauchemars, on dort mal, le lendemain on se sent mal parce qu'évidemment c'est un peu comme si on décuvait de notre cuite de la veille. Et en plus de ça, on va se sentir mal émotionnellement, on va se dire mais putain qu'est-ce que t'as fait, etc. Encore une fois, t'as pas réussi à résister, etc. Donc il y a vraiment une grosse charge émotionnelle sur nos épaules à ce moment-là. Et ensuite, ça va forcément induire une fatigue, donc une fatigue émotionnelle, parce que vous êtes toujours après vous en train de vous dire ah là là, mais t'es une grosse merde, t'as pas réussi à résister, il faut que je résiste, ah j'ai pas réussi à résister, tatati tatata. Donc déjà c'est épuisant au niveau du mental parce que vous êtes toujours en tension, vous êtes toujours en train de vous juger. Et à côté de ça, ça induit une fatigue corporelle parce qu'on dort mal, les viscères sont fatigués, etc. Donc ça induit une grosse fatigue physique. Donc ça peut forcément avoir des conséquences sur votre vie étudiante parce que bah, forcément le lendemain d'une crise vous pouvez sécher les cours tout simplement pour pouvoir dormir. Moi ça m'est déjà énormément arrivé. Euh, vous pouvez vous allez avoir des difficultés à suivre vos cours, etc. Enfin bref. Donc ça a forcément des conséquences sur la vie étudiante. Et donc sur la vie professionnelle, pareil, hein, si vous travaillez et que la veille vous faites une crise, le lendemain, pareil, vous serez extrêmement fatigué, vous serez pas bien, enfin voilà quoi. Donc forcément ça a des conséquences sur la vie étudiante et la vie professionnelle. Alors maintenant je vais vous parler des solutions, parce qu'il y en a, et sachez que j'ai mis le temps à les trouver, mais que je les ai trouvées. Alors déjà, je voudrais vous dire que vous avez été nombreuses aussi à me dire que vous étiez allé voir un psychologue, un psychothérapeute, mais que ça n'avait pas du tout porté ses fruits, que ça ne vous avait pas aidé. Euh, alors j'en ai certaines qui m'ont dit oui, le psychologue m'a dit d'aller voir une diététicienne. Alors, honnêtement, vous allez voir le psy parce que vous savez pertinemment que vous avez un problème psychologique. Si le psy derrière vous dit va voir une diététicienne, faut que la psy elle aille se coucher, hein, honnêtement. Hein. Parce que la diététicienne, alors certes, ça peut vous aider si vous êtes au début des TCA et que vous ne savez pas comment manger, ce qu'il faut manger, etc. Mais ça ne vous aidera pas à réduire le problème psychologique, ça ne vous aidera pas à récupérer le contrôle sur votre corps, sur votre esprit, ça ne vous aidera pas à récupérer votre lien corps-esprit. Parce que je trouve qu'en fait, le but d'une thérapie, finalement, c'est ça, c'est de récupérer le lien corps-esprit. C'est-à-dire qu'on va entamer un dialogue avec son corps, un dialogue de paix, c'est-à-dire dire voilà, je suis comme je suis consciente que j'ai un problème et j'accepte ce problème. Ça déjà c'est un gros pas dans la phase de guérison. Ça va vous aider en fait à casser le cercle vicieux au niveau des émotions négatives. C'est-à-dire que si vous faites une crise et que derrière vous n'avez pas ces émotions négatives, eh bien, ça engendrera moins de culpabilité, moins de frustration, et donc derrière, vous aurez moins envie de déclarer une crise. Moi, en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est à m'aimer. Pour ces personnes qui ont fait la démarche d'aller voir un psychologue, c'est très très bien. Sachez que pour se sortir des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment très très dur, parce qu'en fait, ça devient une addiction. C'est-à-dire que quand on devient hyperphagique ou boulimique, la nourriture devient pour nous notre moyen de régler nos problèmes. Donc à la même façon qu'un alcoolique va aller acheter sa bière en sortant du travail, va aller acheter ses bouteilles de vin, etc. et se mettre une grosse cuite en rentrant du travail. Et bien nous c'est la même chose, sauf que c'est avec la nourriture. C'est-à-dire que nous, pour résoudre notre problème, pour diminuer notre stress, pour diminuer notre mal-être, on va faire notre crise d'hyperphagie, de boulimie, qui va nous apaiser sur le moment. Sauf qu'après ça entraîne des émotions négatives et un cercle vicieux. Donc il est vraiment très très dur de se sortir des TCA, au même titre qu'il est dur de se sortir d'une addiction comme l'alcoolicisme ou les drogues dures, tout simplement. C'est vraiment dur. Surtout qu'un alcoolique, quand il va être sevré, il va plus du tout consommer d'alcool de sa vie. En tout cas, il va éviter parce qu'il sait que sinon il peut retomber dedans. Alors que nous, pour les TCA, c'est différent parce que vous devez arrêter vos crises, mais en même temps, vous devez quand même manger tous les jours pour vivre.
Donc, en fait, vous devez apprendre à utiliser votre drogue de manière modérée. Donc, c'est vraiment subtil euh, comme chose à faire, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus dur de sortir des TCA. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas et que c'est dur, en fait, parce que c'est une drogue à laquelle vous avez accès facilement. En plus, c'est une drogue donc qu'on peut utiliser sans forcément avoir de reproches ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous dites à vos parents, bah voilà, je fais des crises, je mange beaucoup, etc. J'arrive pas à m'en passer. Bon, bah, à la rigueur, vos parents vont se dire, ouais, bah, vaut mieux que ça soit ça plutôt que de la beuh, plutôt que de l'alcool, etc. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus dur de s'en sortir. Et en fait, pour s'en sortir, justement, il va falloir apprendre à faire une rééducation alimentaire. Donc, c'est-à-dire rééduquer votre corps au niveau des sensations de faim, de satiété. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir réapprendre à écouter son corps et en même temps réapprendre aussi à éduquer son mental, son psychisme, à savoir pourquoi on fait ces crises-là, pourquoi on est tenté, pourquoi on se jette sur la nourriture. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué et moi en fait je parle souvent de lien corps-esprit parce qu'en fait vos émotions négatives vont engendrer les crises de boulimie et suite à ces crises sans fin, votre physique va perdre en fait les sensations de faim et de satiété. Donc ce qu'il est important de faire, c'est voilà, donc il est vraiment important en fait, je trouve, de se faire accompagner parce que c'est vraiment difficile à s'en sortir tout seul parce que voilà, vous y avez accès tous les jours et que c'est pas une addiction qui est pareille aux autres. Alors, pour ce qui est d'un thérapeute, moi je vous conseille d'aller voir un psychologue qui va pratiquer l'hypnose. Parce qu'en fait, ces problèmes-là de compulsion alimentaire euh, deviennent tellement récurrents qu'ils s'inscrivent un peu finalement dans un schéma inconscient. C'est-à-dire que des fois, moi je me souviens, j'allais très bien, j'avais passé une très bonne journée, mais je rentrais et je me retrouvais quand même à faire une crise d'hyperphagie. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'après, ça devient inconscient. Et donc, moi, je trouve que l'hypnose va être vraiment intéressant parce qu'en plus, ça va déjà vous apaiser. En plus de ça, l'hypnose va vous aider dans le sens où une psychologie classique, on va dire une thérapie avec un psychologue classique, ce psychologue-là va vous conseiller des petits exercices, il va vous dire, bah voilà, il faut que vous notiez ce que vous ressentez, ce que vous avez mangé, voilà, il va vous aider à chercher à comprendre pourquoi vous avez ça, etc. Mais ensuite, vous repartez un petit peu démuni parce que, bah, ouais, vous savez pourquoi vous faites ça, vous savez ce que vous vivez, etc. Mais ça n'empêche pas les crises de venir finalement. Vous pouvez comprendre pourquoi vous faites ça, comprendre quel est votre mal-être, essayer de l'améliorer, et finalement, les crises vont quand même être là parce que, bah, ça va être inconscient. Ça va être vraiment une pulsion, une addiction. Du coup, c'est pour ça que je trouve que l'hypnose est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'en plus, vous y allez, vous savez qu'on va vous hypnotiser, donc déjà, ça rassure un petit peu parce que vous vous dites, bah voilà, on va enfin essayer de faire quelque chose pour m'apaiser. On va enfin avoir une action sur moi-même, sur mon corps, sur mon mental, pour essayer de m'apaiser et d'arrêter ces compulsions alimentaires. Donc je trouve déjà que ce côté-là est hyper rassurant. Moi en tout cas ça m'avait rassurée parce que je contrôlais tellement plus rien alors qu'à côté de ça je faisais vraiment un gros travail de développement personnel. Je suis vraiment allée très très loin au fond de moi-même pour comprendre pourquoi je faisais ces crises-là. Donc j'avais déjà énormément de connaissances sur moi-même et ça m'empêchait pas, même les jours où j'allais très très bien et où j'avais passé des très bonnes journées, à faire les crises. Donc voilà, donc je trouve qu'en fait l'hypnose pour ça, ça va être vraiment intéressant. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les thérapies brèves. Les thérapies brèves et la PNL. Alors moi, je trouve que la PNL, c'est pareil, c'est un outil qui va vraiment être intéressant. Et moi, j'avais la chance que mon psychologue hypnothérapeute faisait de la PNL. Alors la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Donc en fait, on va vous faire des petits exercices avec la parole, avec des tapotements, avec vos yeux, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est une sorte de rééducation du cerveau, etc. Enfin, je suis pas psychologue, donc je ne saurais pas expliquer exactement ce que c'est. Mais voilà, moi je sais que c'est hyper intéressant d'aller voir un psychologue qui propose de la PNL, des thérapies brèves et de l'hypnose, parce qu'ensuite vous repartez de son cabinet avec des petits exercices
Et en plus de ça, le praticien qui fait de l'hypnose peut aussi vous donner sur clé USB des petits enregistrements d'hypnose à écouter une fois que vous êtes seul à la maison. Donc déjà, vous ressortez avec quelque chose en plus, psychologie classique en fait. Et moi, du coup, c'était vraiment pour ça que j'avais décidé d'aller voir un psychologue qui faisait de l'hypnose, la PNL, etc. Parce qu'en fait, j'en avais marre, j'en ai vu beaucoup moi aussi, des psychologues, des psychothérapeutes. J'en avais marre parce que déjà, tout ce qu'ils me disaient de faire, je le savais, c'est-à-dire que le travail sur moi-même, le développement personnel, je peux vous dire que j'en faisais déjà énormément beaucoup et que ça m'épuisait vraiment beaucoup. Donc franchement, j'avais pas besoin d'aller à une séance de psychologie. Ils me disaient, bah allez-y, racontez-moi votre histoire, racontez-moi ce que vous ressentez quand vous faites vos crises, etc. Alors que tout ça, je le faisais déjà moi-même à côté, que je tenais déjà un journal, que j'essayais d'analyser mon comportement, d'analyser mes émotions, etc. Moi, ce que j'avais juste envie, c'était qu'on m'aide, c'était qu'on me donne des outils, c'était qu'on me dise, bah voilà, écoutez ça, ça va vous faire du bien, faites ça, ça va vous aider à gérer vos émotions. Enfin voilà. Moi, c'est pour ça en fait que je me suis dirigée donc vers ce thérapeute-là et en tout cas, ça a fonctionné. Alors, on m'a beaucoup demandé d'ailleurs combien de temps j'avais mis pour m'en sortir. Alors, ça a été vraiment très très long, hein. Moi, je vous ai dit, donc j'ai eu mes premiers troubles du comportement à l'âge de 15 ans et je m'en suis sortie à l'âge de 22-23 ans. Donc, ça a été vraiment très très long. Mais en tout cas, j'ai commencé ma thérapie d'hypnose euh, et j'ai dû faire 5-6 séances avec mon hypnothérapeute. À côté de ça, donc, et en tout, les 6 séances devaient être espacées tous les mois ou toutes les 6 semaines. Donc, en gros, je suis allée le voir pendant, on va dire, 7-8 mois. Ouais, je suis allée le voir pendant 7-8 mois, voire 9 mois. Et ensuite, quand je sentais que j'étais pas bien, que j'avais un coup dur, j'allais le voir pour qu'on fasse voilà, une sorte de, de nettoyage émotionnel. Donc voilà, donc ça a été vraiment très très long. Et en fait, on s'en sort pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que on n'est pas hyperphagique à 4 crises par jour le lundi et le samedi de la même semaine, on est très sain d'esprit et très sain corporellement. Non, ça marche pas comme ça. Moi, en fait, ce que j'ai pas eu de déclic. On m'a beaucoup demandé si j'avais eu des déclics. J'ai pas eu de déclic. Non, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que je voulais m'en sortir. Parallèlement à ça, je vous ai dit, hein, je faisais énormément un gros travail de développement personnel sur moi-même. Donc, donc en fait, j'ai continué ce développement personnel, j'ai cherché en moi qu'est-ce qu'il fallait que je découvre, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qui j'étais, qui j'avais envie d'être, etc. Ce qui me passionnait dans la vie. Enfin bref. Donc déjà, j'ai fait vraiment ce gros travail-là pendant ma période de guérison. Et ensuite, je me suis dit, bon bah voilà, tu as tes crises, tu sais que ça va pas partir du jour au lendemain, faut l'accepter. Euh, Tu sais donc que tu ne vas pas perdre tes 17 kilos du jour au lendemain non plus, qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Donc bah, je me suis dit, ok, euh, on va dire qu'à partir de maintenant, je m'accepte, je m'aime, et je m'accepte avec mon problème et j'aime mon corps avec mon problème et tel qu'il est. Mais à côté de ça, j'accepte aussi que je fais des crises et que c'est mon moyen de décompression. Mais voilà, j'ai envie que maintenant, pour décompresser, j'utilise un autre moyen et je vais faire la thérapie. Je vais faire la thérapie jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si quand je sors de chez l'hypnothérapeute ou entre les séances d'hypnose, euh, je fais des crises, bah c'est pas grave. Je continue mon travail sur moi-même, je lâche rien et je vais jusqu'au bout. Donc ça m'a demandé vraiment un gros travail personnel, un gros travail émotionnel. C'est une période vraiment où je pense que j'étais vraiment fatiguée de tout ça parce que je réfléchissais énormément sur moi-même, je faisais les écoutes d'hypnose, je faisais les petits exercices de FT, je vous en parlerai après, je faisais les petits exercices de FT que me donnait mon hypnothérapeute. Donc voilà, je m'arrêtais pas, je lisais des livres, voilà, j'ai fait vraiment un gros travail sur moi-même, mais le deal c'était ça, c'était tu donnes tout pour t'en sortir et après on verra quoi, mais il faut que tu t'en sortes donc tu donnes tout. Et j'ai tout donné. Donc voilà, j'ai pas eu de déclic quoi, je me suis pas réveillée un matin en me disant enfin si ça m'est arrivé hein, des matins de me réveiller et me dire allez aujourd'hui j'arrête tout, je mange comme ça, je fais tant de sport, mais ça marchait jamais parce que le problème de fond il était toujours là, j'avais toujours je m'aimais toujours pas, je m'ordonnais de faire des choses sans écouter mon corps, sans ceci, sans cela. Donc forcément ça pouvait pas aller.
Donc ensuite, là maintenant, je vais vous donner des petits conseils, des astuces que vous allez pouvoir faire. Alors, la première chose déjà, ça va être de vous aimer. Alors, je sais, ça peut paraître hyper bateau comme ça, mais je sais que quand on a ces problèmes-là, on ne s'aime pas, on se déteste, on se dévalorise, on se croit qu'on est une grosse merde, et voilà. Donc déjà, si vous voulez casser le cercle vicieux, je trouve que le meilleur moyen, parce que souvent on veut le régler au niveau de l'alimentation en se disant j'arrête les crises. Mais non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut prendre le cercle dans l'autre sens et essayer de le rompre au niveau des émotions que les crises engendrent et qui vont ensuite engendrer d'autres crises. Donc en fait, moi ce que je vous propose, c'est d'essayer déjà de vous aimer, de vous réconcilier avec vous-même, de faire une liste des choses que vous aimez. Ça peut être tout bête, hein. La liste elle peut se résoudre à j'aime bien mes yeux, j'aime bien ma bouche, j'aime bien mes dents. Voilà, mais en tout cas, il faut vous réconcilier avec vous-même et faire une sorte de pacte avec votre corps. Donc déjà, vous pouvez, moi ce que je faisais beaucoup par un moment, et même quand je faisais mes crises, hein, quand j'étais ma phase de guérison, que je faisais encore des crises, et bien tout de suite après, je demandais pardon à mon corps, je me demandais pardon. Voilà, c'est important en fait finalement que vous ayez un dialogue avec vous-même, avec votre corps. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos, le pouvoir des mots, le pouvoir de nos paroles. Donc voilà, enfin bref. Donc il est très important que vous ayez un dialogue sain et d'encouragement avec votre corps, avec vous-même. Donc vous pouvez vous faire des lettres, une lettre à votre corps par exemple, où vous lui demandez pardon, etc. Vous pouvez aussi, quand vous vous regardez dans la glace, vous répéter que vous vous aimez, que vous avez confiance en vous, que vous allez vous en sortir, que vous êtes forte, que vous êtes une personne bien, que vous êtes une personne généreuse, gentille et que vous ferez tout ce qu'il est en votre pouvoir pour vous en sortir et aider votre corps. Alors ensuite, quelles sont les choses que vous pouvez appliquer au quotidien en dehors de vos séances de thérapie avec votre psy, votre hypnothérapeute, etc. Donc moi déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur YouTube et donc tout simplement de taper séance auto-hypnose. Alors si ça vient juste, vous pourrez même en trouver des spéciales hyperphagie en tapant séance auto-hypnose pour hyperphagie. Et donc ensuite, c'est simple, vous mettez vos écouteurs, vous vous laissez aller et en fait, ça va vous faire une séance d'auto-hypnose gratuite finalement. Vous pouvez aussi également faire les séances d'auto-hypnose spéciale relaxation parce que tout simplement, ça va vous aider encore une fois à vous apaiser. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez également trouver sur YouTube des séances de sophrologie. Alors là, il n'y a pas besoin de taper vraiment spécial, hyperphagie, boulimie, etc. Là, en fait, la sophrologie, ça va vous aider donc à vous concentrer sur votre respiration, à entrer vraiment en connexion avec vos sensations intérieures, avec votre corps. Vraiment, on travaille au niveau du ressenti, du lâcher prise, etc. Et ça va vraiment être un plus déjà pendant votre phase de guérison parce que ça va vous permettre de gérer donc le stress, la tension, ça va vous permettre de vous apaiser. Si vous avez fait une crise, juste après, faites quand même une séance de sophrologie ou de méditation, j'en reviendrai après. Ça va vous aider en fait à vous apaiser. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous serez guéri, vous pourrez utiliser la sophrologie comme moyen de vous déstresser, de vous relaxer et donc d'éviter ensuite de refaire des crises plus tard. Parce que nous, en fait, notre moyen d'assouvir au stress, de diminuer le stress, de diminuer la tension, etc., ça va être la crise alimentaire. Donc là, ça va être un bon moyen, en fait, d'éradiquer les crises et de venir remplacer les crises par quelque chose de sain qui va vous faire du bien. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez taper encore une fois sur YouTube séance de méditation. Alors la méditation, ça va être bien pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va venir en introspection, on va essayer d'enlever les mauvaises pensées de notre esprit, on va essayer de faire un vide intérieur. Et en même temps, ça va vous permettre d'entrer en connexion avec votre subconscient, votre moi supérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose de complexe, la méditation. Mais encore une fois, il existe des livres très très bien qui expliquent ce qu'est la méditation. Et donc, ça va vous aider, encore une fois, à gérer vos émotions, à gérer le stress, à gérer la tension, etc. en dehors des crises. Et ensuite, sur le long terme, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser au quotidien
pour vous aider à faire moins de crises. Alors moi sur mon smartphone j'utilise l'application Petit Bambou. C'est une application qui vous donne en fait une méditation de 15-20 minutes par jour. Donc là encore une fois c'est bien, vous vous asseyez, vous mettez vos écouteurs et hop vous vous laissez aller pour 15-20 minutes de méditation. Voilà. Donc ça encore une fois ça va être bien sur le long terme parce que ça va vous aider à gérer votre stress, vos émotions, etc. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser encore une fois, c'est l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. En fait, c'est une technique qui, comme son nom l'indique, va vous aider à vous libérer de vos mauvaises émotions, de vos... Alors, ça va être bien à utiliser, à apprendre à l'utiliser pour se débarrasser d'un stress, d'une tension, ou tout simplement de quelque chose qui nous énerve ou quelque chose qui nous rend triste, etc. Ça va permettre de se vider de ces émotions-là qui nous pèsent. Pareil, encore une fois, je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver en fait des personnes qui expliquent comment se déroule une ronde de FT. Moi-même, j'essaierai de faire une vidéo en vous montrant comment on peut utiliser l'EFT sur une crise d'hyperphagie. Donc en fait, ça encore c'est une technique que vous pourrez utiliser même après sur le long terme pour, je sais pas moi, il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous stresse, au lieu de faire une crise, vous ferez un petit peu de FT, ça va vous libérer de ces émotions négatives, de cette tension, vous vous sentirez apaisé. Voilà, donc ça c'est bien parce que c'est un outil que vous pourrez utiliser encore une fois sur le long terme, même une fois que vous serez guéri. Donc il y a le journal, une sorte de journal de bord. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que votre psy va vous conseiller de faire, c'est de noter tous les jours vos émotions, comment vous vous sentez, ce que vous avez fait dans votre journée, et si oui ou non vous avez fait une crise. Et si vous avez fait une crise, notez les émotions que vous avez ressenties, ce que vous avez mangé. Et ce qui va être intéressant, si vous avez fait une crise, c'est de noter comment elle est venue, quel a été le point déclencheur, vos émotions, vos sensations, ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez pensé. Et après la crise, de noter ce que vous avez mangé et encore de noter vos sensations, vos émotions négatives. Donc ça va être très bien parce qu'en fait, sur un mois ou deux, en fonction de la récurrence de vos crises, vous allez pouvoir faire une auto-analyse de votre comportement, de savoir, de remarquer, tiens, là ça s'est déclenché alors qu'il s'était passé ça. Tiens, là ça s'est déclenché alors que, voilà. Ah, puis finalement, je me rends compte que moi, mes crises, elles arrivent toujours aux alentours de telle heure. Ah tiens, moi finalement, mes crises, elles arrivent... Voilà. Vous voyez, ça va vous permettre de faire une auto-analyse de votre comportement, de vos émotions, de voir si vous avez diminué la quantité de nourriture ingurgitée pendant vos crises, etc. Donc ça c'est vraiment important parce que comme je l'ai dit, la démarche qui est importante quand on veut se sortir des TCA, c'est de faire un travail sur soi-même, un développement personnel qui sera vraiment important. Et donc ça va être vraiment, je trouve, la première démarche à faire parce que ça va vraiment être l'apprentissage, vraiment vous apprendre au final à vous analyser votre comportement. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien. Aussi, ce que j'avais fait du coup, c'est que parfois, quand on fait une crise de boulimie, ça peut... Alors, ce que je conseille de faire aussi au tout début qu'on est dans la phase de guérison, c'est de faire une liste des choses qui nous passionnent dans la vie. Une liste des choses, en fait, de se dire, tiens, finalement, si je ne faisais pas de crise, qu'est-ce que je pourrais faire à la place ? Et moi, je m'étais fait une liste de toutes les choses que j'aime faire. Alors, ça peut être des trucs cons, genre aller faire du shopping, aller voir de la famille, aller voir mes cousines, aller voir mes amis, aller au cinéma, aller faire du roller, aller faire du vélo, promener mon chien, dessiner, faire du piano, enfin bref. Vous écrivez vraiment toutes les choses qui vous font du bien quand vous les faites et qui vous permettent de vous évader. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, le but, ça va être ensuite de remplacer les moments d'ennui que l'on a tendance aussi, une fois que l'on est addict à la nourriture, c'est la nourriture que l'on utilise durant les moments d'ennui par une activité qui va nous faire plaisir, qui va nous occuper, qui va nous faire nous sentir bien, qui va nous permettre de nous évader. Et de le faire donc autrement qu'avec la nourriture. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point intéressant.
Alors ensuite, maintenant je vais parler du comportement de l'entourage. Parce que souvent l'entourage peut se sentir un peu démuni par rapport au TCA. Déjà parce que c'est très compliqué de comprendre comment un TCA se manifeste, pourquoi mon enfant, quand il va mal, se jette sur la nourriture et mange au point de ne plus réussir à respirer. Ça peut être vraiment quelque chose de très complexe et très difficile à s'imaginer, parce que pour quelqu'un qui est très très sain d'esprit, en tout cas qui n'a jamais eu de TCA, ça va être vraiment très compliqué à se mettre à la place de la personne qui vit ça. Donc en fait, si vous êtes un parent ou un chéri, une chérie d'une personne qui vit des TCA, déjà, finalement, tout simplement, ce qu'on va vous demander, c'est d'être là quand on va vous le demander. C'est-à-dire de ne pas nous fliquer. Je sais que quand on est parent et que notre enfant souffre de TCA, on va vouloir essayer de mettre les placards sous clé, de ne plus acheter de choses sucrées, de confisquer la nourriture, ou alors si on voit que notre ado rôde un peu trop dans la maison et qu'on voit qu'il attend qu'on parte, on va peut-être essayer de l'obliger de sortir avec nous, comme ça on se dira qu'il ne sera pas seul et donc qu'il ne va pas faire de crise. Sauf que, en fait, faire ça, ça va engendrer une tension, une sorte de pression, de frustration à la personne qui souffre de TCA et donc engendrer une crise. En fait, plus on met une tension, un stress, une frustration, plus la personne qui souffre de TCA va y répondre en faisant une crise. Donc en fait, si vous faites ça, vous risquez juste finalement de reculer la crise, mais elle arrivera quand même. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas mettre de pression et d'accepter notre ado, notre enfant tel qu'il est. C'est-à-dire que, faut avoir un dialogue vraiment ouvert avec votre ado si vous voulez l'aider et lui dire, écoute, voilà, tu as un problème, tu en es conscient, j'en suis conscient, on va tout faire pour que tu t'en sortes. Donc, la première chose, ça va être déjà d'entamer une thérapie avec un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute. À côté de ça, moi je te soutiens quoi qu'il arrive. Je vais pas te fliquer dans le sens où voilà, si tu as besoin de faire une crise, bah tant pis, fais ta crise. Sache que moi derrière je suis là. Je serai là pour t'écouter, pour t'épauler, pour te soutenir, pour te câliner si tu en as besoin juste après, parce que après on se sent comme une grosse merde. Donc voilà, en fait c'est ça qui va être important, c'est finalement de soutenir son enfant sans le fliquer, sans le juger, sans lui mettre une pression qui bien sûr est involontaire, hein, parce que quand on est parent, on cherche à bien agir, on veut que son enfant s'en sorte. Mais voilà, sachez que les personnes qui souffrent des TCA sont des personnes en général qui sont très intelligentes, qui sont très perfectionnistes, donc elles savent quel est leur problème, elles savent aussi comment vous le cacher, elles savent comment faire les crises en cachette, donc ça sert à rien d'essayer de la fliquer, si elle veut faire une crise, elle y arrivera par tous les moyens. Donc ce qu'il faut vraiment, voilà, c'est essayer de ne pas mettre de pression et voilà, d'être juste là pour soutenir, pour encourager, sans juger et payer une thérapie à son enfant. Voilà, finalement, voilà, c'est les seules solutions en tout cas que je peux vous conseiller pour que ça se passe bien en tout cas pendant la phase de guérison de votre enfant, de votre ado. Donc voilà, écoutez, cette vidéo touche enfin à sa fin. Vraiment, c'est une vidéo qui est très très longue et encore, je suis sûre que j'ai oublié de dire des choses, c'est sûr et certain, parce que bon, quand on commence une phrase, des fois ça nous amène sur autre chose et du coup on oublie le début de notre phrase. Enfin, les TCA, c'est tellement quelque chose, c'est tellement un sujet qui est très complexe, très vaste, qu'il est vraiment dur de tout bien regrouper dans une seule vidéo, surtout quand on veut qu'elle soit quand même pas trop longue pour que ça soit assez agréable pour vous à regarder. Là, j'ai fait au mieux, mais sachez que j'essaierai de refaire donc des petites vidéos plus courtes sur 10 minutes où on abordera des sujets plus précis. Je pense par exemple à comment ensuite réadopter une alimentation et savoir quoi manger. Ou alors savoir si j'ai mangé 2 cookies au goûter, si c'est une crise ou pas. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses en fait que je réaborderai plus tard, des sujets comme aimer son corps, etc. Enfin, on aura bien l'occasion d'en reparler ensemble. Voilà, en tout cas, je voulais encore vous remercier pour vos messages que j'ai reçus.
d'avoir osé me faire confiance, d'avoir osé venir me parler. Sachez que ça me touche énormément, que je comprends, donc n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai vraiment avec grand plaisir. Je répondrai vraiment avec grand plaisir. Après, sachez que voilà, je réponds vraiment quand j'ai le temps. J'ai un métier à côté qui est vraiment très prenant, donc j'essaye vraiment de faire au mieux. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu aider votre entourage. En tout cas, moi, je crois en vous. Vous pouvez y arriver. Tout est possible dans la vie. Moi, j'ai réussi, donc vous pouvez réussir. Et voilà, je vous encourage, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.